Bonjour à tous et bienvenue au Café des libraires pour ce premier plateau. Vous aurez remarqué que notre libraire Philippe Lecomte de la librairie Le Livre Écarlate dans le 14e est venu servir ces dames en leur offrant des bouteilles d'eau. Il faut dire que ce plateau s'intitule « Trois femmes puissantes », donc évidemment... J'aurais préféré leur offrir autre chose, hein, je vous promets. D'ailleurs, je remarque quand même, regarde un petit peu le public, je remarque qu'il y a beaucoup de femmes dans le... il y a quelques hommes, hein, mais il y a quand même une majorité de femmes, j'ai l'impression, pour ce premier plateau. Alors, je vous rappelle le principe du Café des libraires. Chaque plateau est animé par un libraire différent. Au total, ils auront été 18 à se succéder ici depuis avant-hier. Pour vous donner envie de continuer la conversation avec les auteurs que nous recevons en lisant leurs livres, et ils savent faire ça très très bien. Moi je ne suis pas libraire, mais je suis toujours très admirative de la manière dont ils font ce travail qui est encore un travail supplémentaire, mais qu'ils font avec beaucoup de passion. Un peu de pression supplémentaire. Comment ? Un peu de pression supplémentaire, s'il te plaît. Voilà. Mais enfin, vous commencez à avoir l'habitude parce qu'on se retrouve un petit peu les mêmes tous les 2 ans depuis la création de ce festival. Alors, ce matin, sur notre plateau, 3 femmes puissantes, donc, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Alors, à côté de moi, Cynthia Bond, qui va nous parler de son livre Ruby, qui est paru aux éditions Christian Bourgois, qui a été traduit par Laurence Kieffé. Et c'est Chloé Billon qui va assurer la traduction sur ce plateau. Merci Chloé d'être avec nous. À côté d'elle, Abba Davezar. Alors Abba, elle n'a pas besoin de traducteur car elle parle français. Donc elle va nous parler, elle aussi. Elle est venue déjà souvent, une fois, 2 fois, je ne sais plus, plusieurs fois, 3, 1. J'en rajoute, au Festival America de Vincennes. Abba Davezar va nous présenter ce livre, Madison Square Park, traduit par Laurence Videlou, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, et c'est donc il n'y a pas de traduction. Et puis Anna North qui est à la gauche, enfin à la droite pour vous, de Philippe. Anna North qui va nous présenter ce livre « Vie et mort » de Sophie Stark, paru aux éditions Autrement, traduit par Jean Esch. Et c'est Marguerite Capel, une habituée de cet endroit, qui va assurer la traduction. Et puis vous le savez, on parle des livres et on a aussi un petit moment de lecture. La plupart du temps, c'est la première page du livre qui nous est lue par les étudiants de l'atelier Sorbonne Sonore, un atelier animé à la Sorbonne par les livreurs que vous avez sûrement rencontrés aussi pendant ce festival à droite et à gauche. Ils ont animé ce bal à la page de vendredi soir. Et donc, ils viennent nous en lire un extrait, ce qui nous permet d'entendre un petit peu les mots même de ces auteurs. Voilà. Alors, nous allons commencer dans l'ordre que m'a donné mon cher Philippe, par Abba, qui a d'ailleurs une autre rencontre tout de suite après, ainsi que Cynthia. Donc, on va essayer de respecter les horaires. Abba est née à Delhi, elle est diplômée de philosophie à Harvard, elle vit à New York, elle a été récompensée par de nombreux prix. Elle est l'auteure de 6 livres, déjà 6 livres traduits en français, dont Baby G et L'Inde en héritage, pour ne citer que. Et là, donc, nous allons découvrir ce Madison Square Park, dont tu vas nous dire un mot déjà avant la lecture, peut-être, Philippe. Moi, je voulais vous dire un mot par rapport à la rencontre elle-même. Elle est intitulée « Trois femmes puissantes ». Pour ceux qui ne connaîtraient pas Marine Diaye, voilà. C'est un auteur que vous connaissez et je trouvais intéressant de le présenter en même temps. Ce n'est pas anodin, si vous voulez, d'avoir sous ce vocable cette rencontre aujourd'hui. De plus, je voulais signaler, c'est un jour un peu mémorable pour l'histoire américaine, comme vous le savez. Et les 3 livres se passent en partie tous à New York. Donc je pense qu'on peut avoir une pensée sur un événement qui a eu lieu il y a quelques années. Voilà.
Je voulais commencer par Abba Dawesar, d'abord parce que je connais un peu Abba, je l'ai rencontré auparavant, et je voulais aborder un sujet qui va être dans la lignée de l'histoire dont on va parler, à savoir la situation des femmes. Il n'est pas question de faire ici un débat sur le gender ou ce genre de choses, parce que je ne serai pas à même de pouvoir vous poser des questions, mais je voudrais voir quels sont les aspects de ces différents romans qui abordent ce sujet. Le roman d'Abba se situe autour d'une famille et autour de deux individus en particulier, une jeune femme indienne, élevée en partie aux États-Unis, qui vit avec un homme caucasien, je n'aime pas trop ce terme, mais je suis obligé de le formuler, et elle n'a jamais révélé, jusqu'à présent, à ses parents, qui vivent aux États-Unis aussi et qui sont médecins l'un et l'autre, qu'elle vivait avec cet homme. Le roman est construit sur un système d'aller-retour entre la mémoire et les événements contemporains. Les événements contemporains sont liés évidemment à un moment crucial dans la vie du personnage féminin puisqu'elle attend un enfant. Et évidemment, ce moment-là est le moment où tout devrait être révélé, mais par là même, tout ce qui est du passé, de l'ordre de ses rapports avec ses parents et à la famille, sont là. La première question que je voudrais poser... Peut-être après. Une lecture d'abord. Ok, je me soumets. À moins que tu penses important de la poser avant la lecture. J'y penserai, je sens. Non. Alors, d'accord. Donc, on va accueillir tout de suite Alice Behag, qui va nous lire un extrait du livre d'Abba pour qu'on entende sa petite musique à elle. Des odeurs de friture et d'huile d'arachide rance imprégnaient le couloir. La moquette verte avait absorbé des années de cuisine indienne. Lorsque mon père m'ouvrit la porte, je m'y précipitai pour respirer de l'air frais, mais découvris que l'appartement, son appartement, le nôtre désormais, était plus sale que les parties communes de l'immeuble. La petite alcôve de l'entrée donnait sur une pièce plus grande, où mon père avait mis par terre, contre un mur, un matelas avec 2 coussins. Il l'avait recouvert d'un drap rose et bleu imprimé de motifs indiens, celui que ma mère lui avait donné, je m'en souvenais, lors de son dernier voyage en Inde. C'était également à cette occasion qu'il m'avait apporté un Walkman jaune. J'en connaissais le prix, $80. C'était une grosse somme d'argent pour lui, je le savais, car mon père travaillait au noir, bien que je ne comprenne pas vraiment ce que cela signifiait. Le coin cuisine, 2 étagères et un évier, se trouvait dans la pièce à vivre. Ma mère embrassa le tout du regard, la mine sombre. Des assiettes et des tasses sales s'empilaient sous le robinet et sur le minuscule plan de travail. Près du mur était disposée une petite table ronde, 2 chaises et un tabouret. Mon père les montra du doigt. Je les ai achetés hier. Le salon donnait sur l'unique chambre par une ouverture de la largeur d'une porte, les gonds toujours fixés au mur. À des lits, nous avions 3 chambres. N'en avoir qu'une ne ferait guère de différence, j'avais toujours dormi dans le lit de mes parents. Lorsque ma mère eut fini de laver la vaisselle, elle sortit de la valise mon pyjama et me le tendit. Il était tard, 11 heures peut-être. Je me changeai dans la salle de bain et revins. Je m'allongeai sur le lit et roulai vers le centre. « Non, pas au milieu, tu dors de ce côté », m'enjoignit mon père avec un mouvement du menton pour m'indiquer le bord. Il avait enlevé sa chemise et son mamelon surnuméraire, au-dessus du droit, était visible. En Inde, il portait sous sa chemise un maillot de corps qui cachait ses 2 vrais mamelons. Spectacle étrange que de les voir tous les 3 ensemble. Merci Alice, merci beaucoup. C'est donc l'ouverture et le personnage qui parle, c'est Uma. Donc c'est une jeune femme indienne qui a été élevée aux États-Unis, qui a 28 ans. Et là, elle raconte son arrivée aux États-Unis dans le premier appartement où elle va vivre avec son père qui est parti quelques années plus tôt et sa mère qui est venue avec elle.
Ce que je trouve fascinant dans ce roman, c'est la façon dont on passe d'une culture à l'autre, mais en montrant aussi le gouffre qu'il peut exister entre les choses qui se maintiennent et les choses qui changent. Uma va être donc formée aux États-Unis. Ses parents, bien que médecins, sont restés sur une forme de tradition. Et tout le roman est construit autour de cette opposition. Est-ce que c'était le but de ce roman ? Pour moi, le but du roman était plutôt parler de l'histoire de ce couple et de l'histoire de Uma dans une manière très intimiste. Je dis souvent peut-être comme un tableau de Bonnard qui se passe dans une certaine intimité, dans une chambre close, comme ça. D'abord, elle vit dans une proximité, avec trop de proximité avec ses parents, malsain. Et après, on voit Uma dans son appartement à New York. Elle est indépendante, elle travaille dans le milieu financier, elle a beaucoup réussi. Mais quand même, on voit beaucoup cet appartement-là avec Thomas. Donc, c'est vraiment la vie personnelle de Uma. Et le but était, en fait, quand j'ai voyé 3 femmes puissantes, je me posais la question, est-ce que Uma est puissante? Parce que par rapport surtout les autres personnages que j'ai jamais créés dans mes romans, c'est pas le mot que j'utiliserai pour elle. Oui. Mais elle a le courage, elle a un certain courage des gens qui survivent. Je dirais le courage une survivante. Oui, une survivante. Voilà. Elle a grandi, elle a avec les parents qui sont très très difficiles, ils sont indiens, elles portent la tradition, mais après elles en foutent. Et ils ont un rapport assez malsain entre eux, ils ont un rapport sadomasochistique entre eux. Et elle est un peu victime de ça. Et elle porte sur elle-même les jugements que eux, les parents, ont sur elle. Et au début du roman, on sait très vite qu'elle est enceinte. Et à partir de ce moment-là, elle cherche une manière de dépasser son passé. Exactement, mais elle n'est en effet pas forcément puissante, mais elle est extrêmement courageuse. Malgré parfois une volonté de fuir et de ne pas aborder véritablement le conflit avec ses parents parce qu'elle en connaît aussi l'inutilité. Je pense qu'elle est extrêmement puissante parce qu'elle est courageuse et parce que justement, elle sait que la seule solution pour elle, c'est d'essayer de s'échapper. Et donc, par là même, je crois que la puissance est aussi parfois dans la fuite, et en ce qui la concerne, c'est le cas. Mais c'est quelqu'un qui va être confronté. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle vit une profession extrêmement américaine, extrêmement moderne. Elle est dans le monde de la finance, elle est dans une situation très, très singulière. Et elle a rencontré un caucasien, donc Thomas, qui lui est entre deux portes. Il a lui aussi ses rapports un peu compliqués, liés à sa famille, liés à son histoire, liés au rapport entre enfants et parents. Et lui, il s'est réfugié depuis quelques années, depuis quelque temps, dans le théâtre. Et on a le sentiment que c'est une façon pour lui d'essayer de vivre des choses qu'il n'arrive même plus à dire ou qu'il n'arrive pas à formuler auprès de Uma, parce qu'il a ce côté d'un homme qui cherche par tous les moyens à la protéger. Par là même, il n'arrive pas forcément à dire les choses. C'est un caractère formidable, c'est un personnage formidable. Et par là même, c'est un révélateur. Certes, c'est pas un roman, entre guillemets, sur l'histoire indienne, ou sur l'histoire des Indiens aux États-Unis. C'est une histoire intime, comme vous le disiez. Je ne voulais pas en faire un porte-parole. Mais ce qui est intéressant et magique, c'est justement cette relation entre ces deux-là. Pour revenir à la thématique de la table ronde, enfin, qui n'est pas très ronde d'ailleurs, la singularité, c'est que moi je trouve que Thomas est aussi représentatif des rapports entre hommes et femmes. Il a une façon très singulière. Il y a un épisode de l'enfance, est-ce que vous voudriez bien redonner cet épisode de l'enfance avec cette petite copine qu'il rencontre quand c'est une maison à côté et qu'il va voir quelque chose? Oui, il a une petite copine quand il est très jeune et
un jour, il comprend, en jouant avec la voisine, qu'en fait, elle est abusée par son père. Et il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il ne comprend pas la notion d'abus. Et il dit à son père, et après, ses parents, son père réagit, et le père de sa copine est mis en prison. Et elle perd son père. Et lui, il n'était jamais à l'aise avec le choix qu'il a fait pour elle. Il est partagé, il est déchiré, il ne sait pas s'il avait le droit de le faire. Et il porte ça, il vient dans ce couple avec ses blessures à lui, et elle a subi beaucoup de choses, donc il ne veut pas du tout imposer sur Uma quoi que ce soit. Il a envie de l'aider, mais en même temps, il y a des limites, il y a des frontières qu'il n'a pas envie de franchir parce qu'il ne veut pas décider pour elle ce qu'elle doit faire avec ses parents, etc. Mais dans le roman, ils vivent en pleine crise après qu'elle tombe enceinte. Et là, même sans savoir, il y a un côté paternel, protégeur qui sort en lui. Et après, même le couple, il passe par des moments très, très difficiles, d'épreuves. Voilà. Ouais. Mais c'est un beau personnage. Moi, je trouve que le personnage de Thomas est un personnage tout à fait attachant, justement, parce qu'il y a cette délicatesse par rapport à ce qu'il a envie de voir changer dans sa vie, quand même, parce qu'il serait peut-être temps que la révélation de leur vie commune soit faite auprès de la famille. Et je trouve que le personnage de Thomas est très fort. Surtout que, comme tu le disais, Philippe, elle est en pleine réussite professionnelle, et lui, il est en pleine décadence un peu professionnelle. Mais il est courageux aussi. C'est un courageux. Ce qui est fascinant, c'est aussi par là même les rapports qu'induit sa propre histoire avec les femmes ont forcément une influence dans leur relation. Elle ne l'a pas choisi pour rien. Il ne l'a pas choisi pour rien. Et on a ce sentiment très étrange d'avoir aussi quelqu'un... Cet événement de l'enfance est un événement où la petite fille en question va le battre, va le griffer, parce qu'il lui a enlevé son père. En le dénonçant, il lui a enlevé son père. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le père de Thomas est lui-même un journaliste. Et qu'à partir de cette histoire, il va fonder presque sa carrière. Et donc, il y aura toujours cette culpabilité de Thomas de se dire que, finalement, la carrière de son père s'est peut-être faite, entre guillemets, sur le cadavre du père abusif. Donc, c'est toujours un rapport un peu compliqué dans les rapports entre les individus et qui fait la richesse de l'écriture d'Abad Awessar. Voilà, et d'autant plus que les relations, effectivement, entre le père et la mère d'Uma sont particulièrement... Nous vous laissons découvrir cet aspect-là aussi, on ne pouvait pas parler de tout. À découvrir. Alors, on enchaîne avec le livre d'Anna North, Vie et mort de Sophie Stark. Alors, c'est sûrement une femme puissante, a priori pas forcément très sympathique, enfin peut-être, on va voir. Le livre a été traduit par Jean Hesch et tu nous en donnes un petit aperçu. C'est un roman, alors je n'aime pas ce terme, mais c'est un roman choral au sens où on va donner la parole à différents individus qui ont rencontré Sophie Stark. Sophie Stark est une femme donc c'est sa vie et sa mort, donc on va aller du début jusqu'à la fin. Et donc on sait dès le départ qu'on va aller à la fin. On ne sait pas laquelle, mais évidemment, on va y arriver. Et cette femme fut une grande cinéaste. Et donc on va suivre son parcours, comment elle est passée de cette caméra qui lui a été confiée, qu'elle a réussi à récupérer pour filmer le garçon le plus smart, le plus beau du collège où elle pouvait être, et pour aller jusqu'à un film. Donc on passe vraiment la carrière de quelqu'un qui, pour moi, je ne crois pas qu'elle soit pas sympathique, je pense qu'elle est extrêmement fragile. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait paraître un vampire, puisqu'elle se nourrit en effet de la vie des autres, mais en même temps, il émane d'elle une telle fragilité
qu'on ne peut qu'être attendri aussi. Voilà. Est-ce qu'on fait... Alors, on écoute tout de suite un extrait du début du livre, un extrait qui va nous être lu par Sébastien Pires-Léal. Voilà, c'est, je pense aussi, le début du livre. Et c'est Alison qui parle? C'est bien ça? Alison. La première fois où Sophie me vit, j'étais sur scène. Irina, la fille avec qui je vivais à l'époque, avait organisé une sorte de concours d'histoire dans un bar de Boschweg. Et après y avoir assisté pendant une quinzaine de jours, j'avais eu envie de raconter une histoire, moi aussi. Je n'étais pas comme tous ces jeunes. Je n'avais jamais imaginé devenir actrice, écrivain ou faire quoi que ce soit de créatif. Durant mon adolescence, tout le monde pensait que je resterais à Burnsville, en Virginie occidentale, et que j'aurais des enfants. Mais j'étais là, à New York. Et pendant 10 minutes, je pouvais obliger les gens à m'écouter et à me traiter comme quelqu'un d'important. Le thème de la semaine était les histoires de camping terrifiantes. J'avais mis ma seule jolie robe, un bain de soleil bleu ciel évasé, acheté $7 dans une boutique vintage. Et j'étais monté sur scène derrière une fille qui avait expliqué pendant 20 minutes qu'elle avait vu un opossum. Voici l'histoire que j'ai racontée. Celle qui a tout déclenché pour Sophie et moi. Dans mon école, il y avait quelques enfants bien comme il faut, des chrétiens qui se mariaient à 18 ans avant de commencer à pondre des bébés. Mais dans ma famille, c'était 100% racaille, depuis 5 générations. Et je faisais tâche au milieu de ces culs bénis. Au lieu d'aller à l'église, je traînais avec un gars nommé Bean. Bean avait 2 ans de plus que moi et il avait arrêté l'école pour vendre de l'herbe. Il gagnait assez d'argent pour louer la moitié d'une vieille ferme délabrée à la sortie de la ville. Il était sympa, il partageait toujours son herbe, surtout avec les filles, et il m'hébergeait quand ça chauffait trop à la maison. Il était malheureusement un peu trop nerveux. Son père était un marine et il lui avait appris comment briser la nuque de quelqu'un d'un seul coup. Bean vous donnait toujours l'impression que vous étiez super cool, que vous faisiez partie d'un club secret, juste vous et lui, et vous aviez envie de faire exactement ce qu'il vous demandait pour pouvoir rester dans ce club éternellement. Merci Sébastien, merci. C'est donc Alison qui parle. Alison va venir régulièrement dans le roman, dans le récit, puisque c'est un des personnages principaux, c'est l'actrice, c'est celle que va choisir en l'occurrence Sophie Stark. Et dès le départ, dès la première rencontre avec ce personnage, il y a cet aspect très singulier du personnage de Sophie Stark, à savoir, elle est très interrogative, elle cherche toujours à savoir ce que sont les gens et elle a le don de les déstabiliser. Elle semble connaître, voir, repérer les fragilités, les secrets, et c'est en ça qu'elle peut donner l'impression de ne pas être très sympathique. Mais en fait, derrière ça, je pense, qu'elle dissimule une incapacité à être elle-même, en fait. Est-ce que je me suis trompé? I think that's right. It's interesting earlier that you said that Sophie has a fragility to her, because I think even though she does seem very powerful, as is the title of the panel, I think there is a sort of brokenness and a vulnerability and an inability to really connect with other people. And what's interesting in that wonderful reading, which I could understand a tiny bit, even though I can't understand French very well, I was thinking that Alison also is a powerful woman, and maybe at some points she becomes even more powerful than Sophie. She's not
manipulative maybe in the same way, but I think that she has a sense of self and a sense of understanding other people that Sophie never has. Oui, je pense que vous avez raison, c'est intéressant ce que vous avez dit un petit peu plus tôt sur le fait que Sophie porte une certaine fragilité en elle, même si ça semble effectivement être un personnage puissant, elle a quelque chose aussi d'abîmé, elle a une sorte d'incapacité à se lier aux autres et dans la lecture, dans la partie que vous avez lue, que j'ai compris un petit peu quand même si je comprends que seulement un petit peu le français, on voit que Alyson est aussi une femme puissante. À un moment d'ailleurs, elle aura peut-être plus de pouvoir finalement que Sophie, même si elle n'est pas manipulatrice de la même manière. Elle a une façon d'être elle-même, une connaissance d'elle-même et aussi une façon de pouvoir se lier aux autres qui la rend plus puissante. Ce qui fait la richesse aussi de ce livre, on parlait de cet aspect choral, c'est qu'on va avoir par là même des différences de ton, des différences d'écriture, des différences de rapport, qui sont à la fois les différences de rapport entre le personnage principal et ceux qu'on va rencontrer qui vont la raconter, mais aussi leur propre mode de vie, c'est-à-dire leur mode Donc on aura à la fois des voix féminines et masculines, des gens qui vont l'avoir aimée, des gens qui vont l'avoir voulu la protéger, et puis d'autres qui ne l'ont pas compris. Dans cette construction, est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de développer les différents aspects d'un individu que les autres n'arrivent pas à saisir complètement? Yes, I think that's right. One thing that was hard for me as I started the book is, I kept at the very beginning when I was still writing longhand in my notebook, I kept trying to write the story of Sophie from one perspective. So first I tried to write it from Allison's perspective, and I sort of, I was having fun, but I felt like I wasn't capturing the full picture. Then I tried it from Robbie, who is Sophie Stark's brother, from his perspective, and again, I was having fun, but I felt like I wasn't getting the full picture. I tried it again there's a film critic in the book, I tried it from a voice that kind of became his voice. Again, I wasn't getting the full picture, so ultimately I realized I was going to have to tell it from all their perspectives, and once I realized that is when the book started to come together. And I think it's true probably that even the people that we know the best in our lives, we don't know the whole person, and you can only get a sense of the whole person by bringing together maybe all of everyone's perspectives yeah, exactly, putting together kind of a puzzle or a collage. I think also what was interesting for me about the multiple perspectives was not only do you build up a picture of Sophie, but then through her lens and maybe through her camera lens, you can get a picture of each of the other characters that tell the story. So that was also really fun for me, was saying, well, this will be my time to get to know Allison, this will be my time to get to know Robbie, all of these people who were affected by this one character of Sophie Stark. Oui, vous avez raison. Une des choses qui a été difficile quand j'ai commencé à écrire le roman, quand j'étais vraiment à l'étape des notes encore à la main dans mon carnet, c'était de trouver le point de vue, justement. J'ai essayé d'abord de raconter l'histoire de Sophie d'un point de vue unique, d'abord celui d'Alyson. Et je m'amusais bien, mais je sentais que je n'arrivais pas à capturer tout ce personnage. J'ai essayé aussi du point de vue de Robbie, qui est le frère de Sophie Stark. Et là aussi, je n'arrivais pas à la voir dans son ensemble. J'ai essayé aussi du point de vue d'un personnage qui est un critique de cinéma, avec ce qui est devenu ensuite sa voix, et c'était la même chose. Et c'est seulement quand j'ai compris qu'il fallait que je rassemble en fait tous ces différents points de vue sur Sophie Stark que le livre a commencé à prendre forme. Et je pense que même les gens qui nous connaissent le mieux n'ont jamais une vision complète de nous, en fait. Parce que pour avoir un portrait d'un personnage, il faut réussir à ramener, comme dans un puzzle, comme dans une sorte de collage, tous les différents points de vue, les différents aspects d'un personnage, les différents points de vue sur lui. C'était aussi une façon pour moi d'utiliser cette construction, de pouvoir aussi faire le portrait des autres personnages au travers de l'œil et de l'objectif de Sophie, en fait. Donc à chaque fois, c'était une façon de passer un peu de temps avec Alyson et de mieux la connaître, de passer un peu de temps avec Robbie, de mieux la connaître, et de comprendre aussi comment Sophie avait pu avoir un impact sur ces personnages-là, sur leur vie.
Et la construction du livre, d'ailleurs, et on voit ça assez rarement, est saluée par le traducteur, Jean Hesch. Il y a une note, le mot du traducteur à la fin du livre, qui dit à quel point, justement, cette construction, par touche, puisque voilà, ce sont plusieurs personnages qui la présentent, est extraordinaire pour un traducteur. Il écrit ceci: la multiplicité des points de vue, des destins qui nous sont racontés, offre un antidote à la lassitude qui peut parfois s'installer quand on travaille longtemps sur un texte trop linéaire ou monotone. Alors vous savez que ce genre de choses, on ne le lit pas souvent, c'est assez extraordinaire. Je voudrais simplement rajouter une petite chose concernant le livre en question. N'oubliez jamais, si vous allez vers ce livre, qu'elle est cinéaste. C'est-à-dire ça donne ce sentiment très étrange, le personnage principal, et le livre est fait comme un montage aussi. Et autre chose aussi que j'ai oublié de faire avant, donc je le fais maintenant, c'est de vous présenter Anna North, pour vous dire qu'elle est née en Virginie, qu'elle a grandi à Los Angeles, qu'elle est diplômée de l'université de Stanford et de l'atelier des écrivains de l'Iowa, journaliste au New York Times. Elle vit désormais à Brooklyn, mais ne se considère pas comme une véritable New-Yorkaise. Voilà. Alors, on enchaîne maintenant donc avec le livre de Cynthia Bond, Ruby, un titre facile à retenir, un livre traduit par Laurence Kieffé, paru aux éditions Christian Bourgois, et dont tu nous dis un mot, Philippe, avant que je la présente. Comme les deux précédents, c'est un livre magnifique, c'est un livre qui a eu énormément de succès aux États-Unis. Mais ça n'aurait aucun intérêt s'il n'était pas bon. C'est un livre très fort qui raconte une histoire à partir d'un personnage féminin qui s'appelle Ruby, et on va avoir une histoire croisée de différentes familles qui sont liées à cette petite communauté noire américaine installée dans l'est du Texas, et on va remonter le temps au travers de croisements. Et Ruby est un révélateur, c'est un catalyseur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a existé, qui est parti à New York, qui revient, et en revenant, elle va évidemment déclencher bien des choses qu'on ne voulait plus voir réapparaître. C'est un livre qui parle à la fois de violence, de rapport entre hommes et femmes, blancs et noirs, et dans une période qui va se situer entre les années 30 et les années, je crois que ça se finit vers 74-75. Voilà, il y a un livre qui parle d'amour aussi. Je n'ai pas précisé que Cynthia Bond est née au Texas, qu'elle a longtemps animé des cours d'expression écrite pour les populations défavorisées à Los Angeles où elle vit. Elle a créé en 2011 le Blackbird Writing Collective. Elle est conseillère en écriture et elle enseigne l'écriture thérapeutique à Malibu dans un centre de traitement, je crois, pour les adolescents. Si j'ai dit des bêtises, elle me reprendra tout à l'heure. On va écouter tout de suite un extrait de ce livre qui est lu par Jean, j'ai oublié, non, je l'ai son prénom, son nom, Jean Jacomet, pardon Jean. Ruby Bell représentait un rappel constant de ce qui risquait d'arriver à toute femme chaussée sur des talons trop hauts. La population de Liberty Township brodait autour d'elle des histoires édifiantes sur le prix du péché et des voyages. Il la traitait de folle perdue, de braillarde déchaînée, à moitié nue. Finalement, rien de surprenant pour quelqu'un qui venait de New York, enfin, estimait la ville. Vêtue de gris, couleur de nuages de pluie, elle errait pieds nus sur les routes rouges, avec de la corne épaisse comme du cuir de botte, les cheveux durcis par la boue, les ongles noirs à force de gratter l'ardoise de la nuit, portée par son kilomètre de jambes, les bras ballants comme un volet décroché, les yeux d'un ciel d'encre juste avant l'orage. C'est ainsi que Ruby marchait quand elle vivait dans la maison délabrée que Papa Bell avait construite avant de mourir. Quand elle creusait la terre du Texas, au clair de lune, en hurlant comme une locomotive dans le lointain. À cette époque-là, les gens ne s'occupaient pas de Ruby. Ils faisaient un grand détour pour éviter de passer devant sa porte. Et voir quelqu'un traverser tout Liberty pour déposer sur la véranda des Belles un gâteau recouvert d'un linge, ça, c'était vraiment très bizarre. Depuis le retour de la femme grise sur les terres des Belles,
en 1963, Ephraim Jennings la voyait parcourir le centre-ville comme un spectre. Tout Liberty la voyait. Chaque jour, il la voyait essuyer la salive de ses lèvres tremblantes, passer ses mains encore belles sur ses cheveux encroutés avant de tourner le coin de la rue. Il la voyait marcher comme si elle était attendue quelque part. Puis, à 5 pas du Piquet Market, se figeait comme un poteau, son corps de nuages noirs tout frissonnant. Merci Jean Jacomet. Ruby, c'est un personnage extrêmement fort, extrêmement puissant. Elle est puissante parce qu'elle est aussi porteuse d'une tradition, d'une magie. Elle semble être une victime, elle semble être un personnage qui a souffert, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui ont lu le livre, ils savent de quoi je parle. C'est donc une petite fille qui va être utilisée, qui va être manipulée et qui va trouver le moyen ensuite de s'enfuir à New York. Je dis les États-Unis parce que ça donne cette impression, entre guillemets, d'un exil par rapport à une autre région, un autre pays. Et là aussi, elle va être aussi utilisée, mais elle va prendre plus ou moins son pouvoir. Et quelques années plus tard, elle revient donc à l'appel d'une cousine, mais qui est plus qu'une cousine. Et cet appel est presque un appel qui vient de la tombe, parce qu'il faut imaginer les rapports très forts qu'il peut y avoir entre la vie et la mort dans un pays où la mort est si facile à recevoir, mais aussi à donner. Ce que je voulais savoir, si tant est qu'on puisse donner une réponse à ça, c'est qu'est-ce qui fait que c'est Ruby qui a généré le livre ? In source, do you mean the origin? Ruby came to me when I first moved to Los Angeles. I was drawing, and I drew this tree. And the tree had this fruit on it, and there was a black woman emerging from the tree holding this fruit. Many years later, in a writing class, I was just writing from a prompt, and the name Ruby came again. I don't know where she came from, but she entered my life, and she never left. And through the years, I have grown to know her more. I did not like Ruby in the beginning. She was a character. I wrote her, I created her, but I did not like her. And it took me until I finished the book, until the book was published, until I began to have compassion and love for Ruby. And in so doing, learn to have love and compassion for myself. Ruby est venue pour la première fois à moi lorsque j'ai déménagé à Los Angeles. Et un jour, je dessinais comme ça au hasard, et puis j'ai dessiné un arbre, et aux branches de cet arbre pendait un fruit. Et là, il y a une femme noire qui est sortie de cet arbre pour tenir ce fruit. Et puis, bien des années plus tard, je me trouvais dans un cours d'écriture, j'écrivais, et comme ça, le prénom Ruby est sorti de sous ma plume. Je ne sais pas d'où Ruby vient, mais le fait est qu'elle est entrée dans ma vie et qu'elle n'en est plus jamais repartie. Et au fil des ans, j'ai appris à la connaître de mieux en mieux. Je dois avouer qu'au début, je ne l'aimais pas du tout, Ruby. C'est un personnage que j'ai écrit, que j'ai créé, mais je ne l'aimais pas. Et ce n'est que lorsque j'ai fini d'écrire mon livre, que lorsqu'il a été publié, que j'ai commencé à avoir pour Ruby de la compassion et de l'amour.
et que par là même, j'ai appris à avoir de la compassion et de l'amour pour moi. C'est certainement le personnage qu'on ne pouvait pas imaginer quand on apprend petit à petit ce qui lui est advenu, ce qu'elle a vécu. Depuis l'utilisation par les hommes dès la plus tendre enfance, la manipulation, la façon dont elle est un objet, on peut imaginer la compassion qu'elle pourrait transmettre. Somme toute, c'est une femme extrêmement puissante. Et c'est une femme qui va lutter contre les préjugés, contre les traditions religieuses extrêmement closes de cette communauté. Il y a un autre personnage très puissant à l'intérieur du livre, une femme très puissante, qui est la sœur d'Ephram. Ephram est le petit garçon qui est tombé amoureux fou de Ruby dès la première vision. Et donc il va essayer par tous les moyens de la sauver. Et Ephram a été élevé par sa sœur aînée, parce que leur mère a été mise dans un asile psychiatrique très tôt. Vous apprendrez à l'intérieur pourquoi, et c'est assez effrayant. Et Célia est devenue sa mère. Et Célia n'a qu'un but dans la vie, c'est de devenir l'élite, le personnage principal de sa communauté religieuse. C'est un personnage extrêmement fort, c'est presque l'antithèse de Ruby. Son rapport au corps ne peut pas être le même. Il y a des images absolument magnifiques de ses perruques, de ses tenues, face au personnage de Ruby qui s'est évidemment, dans cette situation de ce retour, petit à petit défait de tous ses oripeaux féminins. Est-ce que Célia est arrivée aussi vite dans la suite de Ruby ? That was in the beginning, and Ruby and Celia are two different reactions to the same thing. I think that when there is great oppression and when there's racism, and for example, Celia saw and knew what happened to her father, he was lynched. So when you have great oppression, you can turn towards dogma and having to have all of the right answers, a very rigid life, or you can shatter. And Ruby shattered, and she became many different pieces. And that's what I think happens. I think that is a choice, not really a choice, it's what happens. And for Celia, this dogma, which I liken very much to the Christian right in America, became her power and her entire identity. And for Ruby, this shattering meant that she didn't die, her soul wasn't crushed, because she was able to become, one part of her became a shapeshifter and was able to find solace from touching the earth and feeling that she was part of the earth. Another part of her held these memories of very difficult abuse. Another part of her was this woman in New York who was with James Baldwin and interacted with this very sophisticated crowd and was seen as Dorothy Dandridge, a look-alike. So she was many, many, many different people. And that shattering is how she survived, being those different pieces. Oui, effectivement, cette opposition existait depuis le début, lorsque j'ai commencé à écrire mon livre.
Et je pense que Ruby et Célia sont en fait deux réactions à exactement la même chose. Et deux réactions en fait à une énorme pression, à une dépression également et au racisme. Célia, comme vous l'avez évoqué, a elle aussi vécu des épreuves très difficiles. Pour être clair, elle a vu son père se faire lyncher. Et lorsque l'on vit des choses si difficiles, en fait, il y a deux possibilités. Soit on se raccroche à un dogme qui semble nous apporter toutes les bonnes réponses dans la vie, et on s'attache à une vie extrêmement rigide pour survivre. Soit, comme Ruby, on explose, on s'éparpille, et on devient 1000 petits morceaux. Et c'est un choix. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un choix, c'est ce qui arrive, c'est tout. Et Célia, elle se raccroche très clairement au dogme de la religion chrétienne qui est si puissant dans ce sud des États-Unis et qui, elle, devient son pouvoir, sa force, son identité. Ruby, elle, au contraire, cet éclatement, c'est pour elle sa façon de ne pas mourir. C'est pour elle sa façon de ne pas laisser son âme se faire écraser. Parce que Ruby, finalement, elle est plein de personnes. Elle est cette femme qui aime modeler la glaise et qui, lorsqu'elle touche la terre, se sent faire partie de la terre et ça la sauve d'une certaine manière. Une autre partie de sa santé, de ce qui la sauve, c'est tous ces souvenirs qu'elle maintient, même si ce sont également des souvenirs d'une enfance abusée. Et puis, il y a aussi cette autre femme qu'elle a été lorsqu'elle était à New York et qu'elle fréquentait des gens tels que James Baldwin, qu'elle était dans ces cercles très sophistiqués et qu'elle était adulée pour sa beauté. Et donc Ruby, elle est toutes ces personnes si différentes. Et pour elle, cet éclatement entre tant de personnalités différentes, c'est sa manière de réagir et de survivre. Il y a justement, pour continuer dans cette voie-là, il y a cet aspect très singulier, c'est que Célia s'est fixée sur l'éducation de son fils frère. Il l'appelle Mama. Et donc on a cette espèce de concentration. Et de l'autre côté, il y a la part de magie qu'il y a à l'intérieur de Ruby, qui fait qu'il va y avoir une rencontre où Ephraim est présent, où la cousine est présente, et ils vont rencontrer un personnage qui est absolument formidable, qui s'appelle ma tante. Et ma tante, elle est porteuse de toute la magie noire. Cette magie qui est à la fois africaine, mais qui est aussi noire au sens le plus sombre du terme. C'est un personnage fabuleux à l'intérieur du livre et c'est une initiatrice. C'est quelqu'un qui va donner des éléments. Et on sent chez Ruby qu'elle est cette espèce de buvard, ce personnage qui va absorber tout, qui est aussi une porteuse de toutes les âmes. Et donc, contrairement à Célia qui va être rigidifiée par son dogme, cette espèce de squelette, elle va s'éparpiller dans la vie de toutes ses victimes. Et il y a cette relation tellurique, vraiment tellurique, cette relation à la terre qui fait qu'il y a encore dans cette terre les corps de ces enfants morts, les corps de tous ces enfants qui ont été maltraités. Et ce n'est pas uniquement les fruits du racisme. Certes, le clan est présent. Tout à l'heure, Cynthia parlait de Strange Fruit. Pour ceux qui ont quelques chansons en tête, ils se souviennent de ce qu'est un Strange Fruit. Et la particularité, c'est que dans le même temps, on est face à quelqu'un qui a retenu toutes ces histoires. Et moi, je trouve que c'est un des livres les plus beaux que j'ai lus dans ces dernières années, qui justement passe par le savoir et en même temps la sensibilité. C'est d'une sensibilité extrême. Il n'y a pas de question, c'est un compliment. Un beau compliment. Ruby qui dit à un moment « le ventre ou la terre, les deux seuls endroits où les enfants sont à l'abri ». C'est un très très beau livre, très fort, comme les deux autres que nous avons présentés tout à l'heure. Donc voilà, maintenant elles vont aller signer leur livre juste à côté, à la sortie du Café des libraires. Je vous rappelle les titres des livres, donc Cynthia Bond, Ruby, paru aux éditions Christian Bourgois, Anna North, Vie et mort de Sophie Stark, paru aux éditions Autrement, et puis Abad Avezar, Madison Square Park, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Voilà, merci à vous pour ce premier plateau. Merci à toi, Philippe. Un si beau lecteur et qui parle si bien des femmes, vous avez remarqué, on sent qu'il les aime. Voilà, merci, on se retrouve dans quelques minutes pour le second plateau où nous recevrons David Joy, Laura Kasicek et Sam Lipsit. À tout de suite.